Salut à toutes, salut à tous et bienvenue dans Cover Style, le podcast de la rénovation créative. Dans l'épisode d'aujourd'hui, on va parler d'un élément qu'on regarde tous les jours sans vraiment le voir, il s'agit des murs. Alors avec moi pour en parler, Anaïs, qui est décoratrice d'intérieur et fondatrice de la société Villa Décor. Elle va nous expliquer pourquoi les murs sont bien plus qu'un simple fond. Ce sont de vrais terrains d'expression capables de transformer totalement un espace. Matériaux, style, astuces déco, vous allez voir qu'il y a vraiment 1000 façons d'en faire un atout fort dans vos différents projets. Alors avant d'entrer dans le vif du sujet, je vais accueillir Anaïs qui va se présenter et nous expliquer un petit peu qui elle est et ce qu'elle fait. Bonjour Anaïs. Bonjour, merci de me recevoir. Je suis très heureuse d'être avec vous aujourd'hui. Et du coup, je vais me présenter rapidement. Donc moi, je suis Anaïs Villanueva, je représente Villa Décor. Villa Décor, c'est une entreprise que j'ai créée avec mon mari en 2020, une entreprise de décoration et rénovation d'intérieur. On a les deux casquettes, donc je conçois et je m'occupe de toute la gestion de l'entreprise. Et ensuite, eh bien, lui met en musique tout ce que j'ai conçu et réalise avec le reste de notre équipe. On a aussi, depuis là très récemment, depuis le début d'année, fait l'acquisition d'un grand showroom à Pornichet. Donc Pornichet, ça se trouve sur la côte atlantique, à côté de La Baule. Voilà, si les gens connaissent un peu, pas très loin de Nantes également. Et nous étions auparavant, depuis pas mal d'années, à Rennes et au préalable à Paris. Donc moi, je fais ce métier-là officieusement depuis 2010, puisqu'on avait déjà une autre entreprise. Et à côté de ça, j'ai fait une carrière dans les achats, et notamment beaucoup d'achats de décoration, des achats liés à l'immobilier, à de gros projets de construction de bâtiments, où j'achetais à la fois les prestataires qui allaient construire tous ces bâtiments-là, mais également tous les choix qui étaient nécessaires pour les mobiliers, les canapés, enfin bref, la décoration. Donc ça m'a permis de me faire beaucoup la main. J'ai également fait une formation, mais concrètement, j'ai appris beaucoup plus au contact de tous ces gens que j'ai pu avoir dans mes différentes expériences. Et puis, également avec mon mari sur les propres chantiers que nous avions avec nos clients. Donc, entre 2010 et 2020, j'ai créé ensuite moi une entreprise de décoration d'intérieur. Comme ça, vu qu'on travaillait ensemble, je pouvais tout à fait facturer mes prestations. Et on s'est rendu compte qu'on s'apportait tellement de chantiers mutuellement qu'à partir de 2020, on s'est dit bon c'est le moment de fermer nos deux structures. Moi, de quitter définitivement mon poste de responsable des achats et de passer à temps plein pour avoir un peu plus de temps aussi pour notre famille et de créer Villa Décor. Donc voilà comment ça s'est fait. Et aujourd'hui, on est vraiment un binôme très complémentaire. On conçoit énormément d'intérieurs et chaque intérieur est unique. On va vraiment connaître la personne en amont, d'où elle vient, qui elle est, comment elle vit, pour vraiment concevoir quelque chose qui va lui correspondre. Quelquefois, des gens viennent avec des inspirations sans savoir réellement que ça ne leur convient pas par rapport à leur façon de vivre. Et donc nous, c'est vraiment ce qu'on travaille, et on s'adapte aussi bien sûr à leur budget, à leurs contraintes. Et donc on peut aussi, chose importante que pas mal de décoratrices ne font pas forcément, nous on peut concevoir, mais on peut aussi réaliser derrière. Donc c'est assez complémentaire, et tout ce que je vais proposer va être techniquement possible. Donc on n'a pas que le côté joli, le bel emballage, les beaux visuels 3D qui derrière ne sont pas réalisables, parce qu'on touche aussi. Et moi, je suis aussi quelquefois aidée sur des chantiers pour faire les touches de décoration, pour faire ce dont on va parler un peu plus tard quand tu vas expliquer ce dont on parle aujourd'hui. Mais on touche aussi en fait une partie, voilà, mettre la main à la pâte et faire des choses pour que les clients soient satisfaits. Et en fait, l'avantage, c'est que vu que je ne fais pas que concevoir, je produis aussi, je sais de quoi je parle et je sais quelles sont les contraintes, et les clients me font vraiment confiance parce qu'ils savent que j'ai cette expertise-là. Donc voilà un peu notre façon de faire. Et aujourd'hui, dans notre showroom, on organise, c'est une énorme matériothèque avec beaucoup de matières, avec beaucoup de choses que les gens peuvent venir voir, toucher, pour vraiment voir à quoi ça ressemble. Et on organise aussi des ateliers créatifs ici, où on peut former les gens à ces nouvelles matières quand ils souhaitent mettre aussi la main à la pâte, quand ils souhaitent. Voilà. Les personnes qui viennent donc pour se faire former, c'est principalement des décorateurs aussi ou pas forcément? Ça peut être moi par exemple, demain je peux venir.
Oui, ça peut être des particuliers qui peuvent être intéressés pour faire eux-mêmes certaines choses, qui adorent apprendre de nouvelles choses, mais ça peut aussi être des professionnels qui veulent se spécialiser sur certaines choses. On pourra en parler plus tard, mais on fait aussi des poses de revêtements assez connus, décoratifs, avec la marque Aurac. Aurac Décor, justement, on va aider prochainement les personnes qui souhaitent se former à ces produits pour leur donner tous les tips. Parce que c'est souvent joli sur Instagram les choses, mais derrière, il y a un vrai travail que les particuliers ne voient pas et pensent que c'est facile. Et quand ils testent, ah. Et le covering en fait partie. Ouais, exactement. On va C'est en vrai. discuter tout à l'heure. C'est vrai. Mais ouais, c'est sympa vos valeurs parce que du coup, j'imagine que ouais, tu ne te contentes pas uniquement, voilà, une personne qui vient te voir en disant je veux un intérieur comme ci, un intérieur comme ça. Tu ne te contentes pas de voilà juste lui faire comme elle veut, mais tu as quand même le côté prise en compte de la personnalité de la personne, la connaître avant pour un peu comprendre ce qu'elle aime, ce qu'elle veut. Exactement. Important. Moi, j'ai besoin de rentrer dans leur intimité en quelque sorte et je leur dis dès le départ, hein, parce que si les gens sont pas OK avec ça, ça va pas fonctionner. Et j'écoute beaucoup, donc je passe souvent. C'est un coaching déco quand je vais chez eux, donc je rentre dans leur intérieur, j'échange, je leur pose beaucoup de questions. En amont, il y a eu aussi des questionnaires. Et ensuite, on- je pose des questions un peu qui va sortir de ce qu'ils peuvent avoir habituellement, comme type de questions avec d'autres archi ou déco, mais c'est vraiment pour faire quelque chose qui va leur ressembler, qui va leur être utile pour eux plus tard. Et quelquefois, ça va pas du tout avec ce qu'ils avaient en tête au départ, les inspirations qu'ils ont trouvées assez classiques sur Pinterest ou ailleurs. Mais pourtant, ça match. Et là, je reviens de semaine dernière, justement, chez des clients qui avaient tout leur mur en blanc et s'étaient laissés en blanc depuis des années et des années, en pensant que ça allait être qu'une année, et puis en fait, ça dure souvent bien plus. Et ils pensaient pas du tout aux couleurs sur lesquelles on a terminé. Et justement, ils étaient très satisfaits parce que pour eux, c'est ce qu'ils attendaient aussi, qu'on les amène sur quelque chose qui leur correspond, mais ils savaient même pas que ces coloris-là allaient leur plaire. Donc c'est assez intéressant et c'est une belle fierté à chaque fois quand on arrive à faire ça parce que les gens me disent ah mais jamais j'aurais cru ça pour mon intérieur ou comme couleur ou pour mes murs. Et je suis ravie, ça me correspond parfaitement et j'aurais jamais identifié ça. Je donne souvent l'exemple du coiffeur. Quand vous allez chez un coiffeur, il voit votre visage, vous pouvez lui montrer des images d'inspiration, mais il va vous dire quelquefois, ben oui, mais ça va pas avec la forme de votre visage. Donc je comprends, mais on va vous proposer autre chose, un peu également comme quelqu'un qui peut relooker les gens en termes de vêtements. Il y a des formes qui vont plus ou moins, c'est la même chose et moi j'essaie vraiment de faire ça, mais de le rendre abordable parce qu'on peut faire du beau sans que ça soit des millions d'euros et que techniquement ça soit la meilleure solution aussi pour eux. Parce que ça, on l'oublie trop souvent quand on est décoratrice et on pense souvent à se faire plaisir, à faire plaisir aux clients, mais sans penser au côté technique qui est vraiment primordial dans notre métier aujourd'hui, parce que il faut aussi penser derrière à la technique et au budget. Ouais, tout à fait, ouais. Alors aujourd'hui, du coup, on voulait rentrer dans un sujet peut-être un peu beaucoup plus spécifique, parce que toi, en fait, tu as vraiment une partie qui, on va dire, te tient à cœur, que tu aimes particulièrement, c'est les murs. Pour toi, c'est vraiment en fait un terrain de jeu sous-estimé, si je peux dire ça comme ça. Alors, est-ce que tu peux un petit peu nous expliquer pourquoi les murs sont souvent oubliés ou mal exploités en rénovation, décoration et qu'est-ce que pour toi ça peut apporter vraiment de plus à une déco? Alors, je pense déjà, tous les gens qui construisent, souvent on construise avec un maître d'œuvre, ou il y a des gens qui font de l'autoconstruction, mais globalement on utilise un maître d'œuvre, un architecte. Ils vont penser souvent à l'enveloppe globale de leur espace, mais ils négligent la partie mur en fait. Ils pensent souvent, d'ailleurs, le constructeur chiffre du blanc, et puis ils n'ont pas envie de passer du temps, c'est des heures souvent quelquefois pour choisir la bonne combinaison dans chaque pièce. Et en gros, cette partie-là les embête un peu, et donc on part souvent sur des maisons neuves en blanc, voire souvent de la peinture au pistolet. C'est rapide, la maison est faite en 1 ou 2 jours, et puis les gens arrivent, mettent leurs meubles, se sentent dans une maison fraîche, propre. Sauf que quand les gens rentrent, c'est une maison qui n'a pas de personnalité et du coup, les gens pensent au mobilier: «Tiens, on va acheter du nouveau mobilier, on va acheter des luminaires», quand ils peuvent, parce que quelquefois ils mettent aussi beaucoup de spots, les constructeurs, donc on peut même pas forcément mettre de jolis luminaires partout. On va acheter de la décoration. Mais les gens,
au bout de quelques mois, quelques années, se disent: «Oh là là, ça c'est vraiment blanc». Encore tout à l'heure, une maman était là à faire un atelier, avec ses enfants, et du coup, elle m'a dit: «Bah, en fait, ça m'intéresse beaucoup votre concept parce que, nous, on vient de faire construire il y a déjà 5 ans. On est rentrés de vacances, là, pas très longtemps et quand on est rentrés, on s'est dit: "Waouh, c'est vraiment blanc chez nous, il y a pas de il nous manque la touche, quoi. On se sent pas chez nous quand on rentre", et donc du coup, c'est vrai que, bah, tout ce qui est partie Maisonneuve, les 3/4 du temps, c'est blanc où il y a juste un mur, de couleur dans une chambre, ou dans la cuisine, mais ça reste vraiment basique et puis les peintres qui font de la construction sont souvent des peintres qui font des mètres carrés et des mètres carrés de peinture, donc bah, pour eux, il faut que ça aille vite et avoir des clients qui demandent, 10 couleurs différentes, quand on fait du pistolet, ça prend beaucoup de temps de nettoyer les bûches, de nettoyer le pistolet, donc c'est le calvaire pour les peintres. Et donc, bah, c'est aussi pour ça qu'en construction, il y a peu de couleurs ou des couleurs, très très simples, choisies sur des nuanciers qui sont imprimés. Donc la couleur, souvent le client est très déçu parce que c'est pas pareil une couleur imprimée versus, une couleur qui est peinte sur un nuancier. Et puis sur tout ce qui est rénovation, et ben les gens en fait ont souvent des budgets à tenir et quand ils arrivent dans ces rénos, c'est souvent horrible, des vieilles tapisseries, pardon, pas pâtisseries, des vieilles tapisseries, des murs à reprendre, etc. Et en fait, ces murs, bah, on veut juste les revoir déjà blancs pour avoir comme une feuille blanche. Euh, donc on se dit bon ça y est, je vais avoir ma toile blanche et du coup bah, après je vais pouvoir enclencher ma rénovation et me sentir bien. Sauf que c'est bien d'avoir une toile blanche, mais un peintre il la laisse pas blanche. Il vient la colorer, il vient lui mettre bah, de la matière, des formes. Et du coup, bah, les clients ont tellement de choses à penser que les murs, c'est souvent secondaire. Donc, ils se disent, bon, soit j'ai peur de me tromper, je sais pas comment faire, qu'est-ce que je vais choisir, je suis pas d'accord avec mon mari, mes enfants aiment bien, mais ils vont vite grandir, donc il va falloir que je rechange. Soit par manque d'inspiration, parce que bah, et c'est difficile de se décider. Et puis aussi, bah, quelquefois, par économie, on se dit, hop, on met un coup de peinture blanc et c'est fini, alors que c'est un vrai levier de transformation pour créer des ambiances et également bah, pour créer de la texture et du volume. On peut vraiment changer une pièce juste avec de la couleur. Ça peut nous amener de la chaleur. On peut venir rehausser ensuite avec ce qu'on a autour, avec des tissus, dans les rideaux, dans les fauteuils, dans les chaises, etc. Ça peut venir aussi répondre à un papier peint, on en parlera après, mais répondre à un papier peint qui va être dans la pièce et qui va faire que ça va créer une atmosphère bah, assez structurée et cocooning. Ou au contraire, ça peut dynamiser des espaces. Par exemple, c'est un très bon exemple et c'est ce que j'ai fait ici dans notre atelier à l'étage qui s'appelle la Villa Creativa. Heu, j'ai créé en fait grâce à la peinture, une contrainte que j'avais, je l'ai transformée en force grâce à la peinture. Par exemple, le plafond est un peu plus bas dans cet endroit-là, donc c'est l'espace de la cuisine. Il y a une cuisine, professionnelle, magnifique avec des produits écologiques. On a du Bollon Sol qui est un revêtement en plastique tressé. On a une cuisine qui est couleur, rose, assez léger, un petit peu effet terracotta. Et on a des plans de travail en coquille Saint-Jacques, donc ça c'est de la pierre un peu beige. Et en fait, mon mur étant un peu plus bas, il fallait vraiment que je le travaille d'une façon à ouvrir l'espace et à avoir en fait une impression que le plafond est beaucoup plus haut. Et donc comment faire ça? J'ai créé un espace boîte. Donc en fait, tout le plafond, je l'ai peint en vert. Donc c'est un verre qui est vraiment très doux. Et ben on se sent dans un cocon et on oublie ce plafond qui est bas. Et ben, par exemple, la couleur verte, c'est la meilleure couleur à mettre dans une cuisine. Les gens n'y pensent pas, mais les couleurs veulent dire quelque chose et ont vraiment des pouvoirs sur le bien-être des gens, ou à l'inverse peut leur donner des sentiments de où ils se sentent vraiment mal. Chaque couleur a vraiment une signification. Et ben le vert est vraiment parfait pour une cuisine. C'est dans ces cuisines-là où on se sent le mieux pour cuisiner, où on se sent le mieux pour discuter. Et donc là, vu que c'était des endroits où on fait des ateliers culinaires avec des chefs, ou comme ce matin, c'était des ateliers de pâtisserie en anglais, et ben c'est vraiment un endroit où on s'y sent bien grâce à la couleur. Et sans la couleur, on n'aurait vraiment pas cet aspect-là. Et d'ailleurs, j'avais enregistré un épisode du podcast avec justement une décoratrice on avait parlé de l'impact psychologique des couleurs. Et effectivement, c'est vrai que le vert, c'était une couleur qui ressortait vraiment comme une couleur chaleureuse, qui fait du bien.
Et on avait justement parlé aussi de l'effet des murs blancs où souvent les gens, quand ils achètent du neuf ou qu'ils construisent, on a tendance à mettre du blanc parce qu'effectivement, comme tu l'as dit, c'est un effet page blanche. Sauf qu'en fait, le blanc, au final, ça a pas vraiment un bon impact. C'est plutôt une couleur, au final, qui va pas vraiment rendre bien. Et vaut mieux effectivement mettre alors peut-être un beige que vraiment un blanc, blanc, quoi. Exactement. Et c'est ce qu'on essaie de faire chez les clients. Dès que je peux, je leur dis, mais mettez pas blanc, blanc. Là, j'ai une cliente, elle a accepté de me suivre et on est sur un blanc de chez Ressources qui s'appelle la Pamoison. C'est un blanc, il y a une petite touche de jaune dedans et elle m'a suivi même sur le plafond. Pareil, les plafonds, arrêtez de les mettre en blanc, c'est vraiment contre-productif et c'est juste qu'on a ça dans nos têtes parce qu'on a toujours fait comme ça, mais c'est contre-productif et le rendu est pas terrible. Alors que les peindre nos plafonds, ça fait vraiment changer aussi les pièces. Et quand on a cet effet-là, par exemple, là, c'était toute une cuisine avec de la tomate au sol et ce côté beige tout autour, en plus la cuisine qui était blanc un peu cassé et bois, le rendu est parfait. Alors que si elle avait laissé son plafond blanc comme elle souhaitait, je pense que ça aurait pas donné du tout la même chose puisque ça aurait fait comme une coupure de l'espace, entre guillemets. Ouais. C'est vrai que c'est rare, je réfléchis, j'essaie de repenser qui je connais qui a peint ses plafonds, mais c'est vrai que c'est très très rare qu'on ait des plafonds de couleur ou avec un autre matériau. En général, c'est vrai qu'un plafond, c'est blanc, quoi. Exactement. Mais justement, on est plusieurs à lancer cette révolution. Dont notamment, je pense, la meilleure ambassadrice, c'est Julie Briest de chez Ressources, qui dispense des formations à la couleur justement via Ressources. Et en fait, elle l'explique très bien. Et quand on commence à le tester, on le voit directement. Par exemple, ici, au rez-de-chaussée du showroom, là où il y a notre matériothèque, tous mes plafonds étaient, quand je suis arrivée, donc c'est un bâtiment industriel qui était neuf, donc c'était un plancher en métal. Tout le plafond était couleur argentée, noire, des IPN noirs. Et en fait, moi, je rentrais, l'ancien propriétaire avait fait un effet industriel, je me sentais oppressée, je me sentais mal, je ne pouvais plus avec cette couleur-là. Et quand j'ai dit à notre équipe qu'on allait le faire en couleur entre rose et terracotta, ils m'ont dit, mais elle est folle, elle est folle. C'est pas possible, encore une idée de décoratrice. Bon, ils ont passé 3 jours à peindre chaque tôle, chaque morceau en métal, fois 2 couches avec une laque. Encore une fois, on va en parler après, mais les finitions sont importantes. Une laque spéciale pour le métal qui se travaille chez Ressources avec de l'eau. Donc, elle est hydrodiluable et le rendu est incroyable. Et tous les gens rentrent me disent, mais j'avais jamais vu un plafond comme ça. Et le rendu est vraiment hyper sympa. Je pense que je peux tout le montrer, mais eux ne peuvent pas voir. Ah oui, Mais effectivement. c'est très, très sympa aujourd'hui. Et après, j'ai travaillé des arches justement dans ce showroom-là avec différentes déclinaisons de couleurs dans chaque arche. Et ça donne vraiment une ambiance et un style incroyable qu'on voit pas partout. Tout ça grâce à des jeux de couleurs et des jeux de lumière derrière. Ouais, c'est vrai. Donc voilà là, pourquoi c'est aussi important de travailler ça. Ouais, c'est dommage que les auditeurs puissent pas voir, mais c'est vrai que c'est super joli. Et d'où, en fait, aussi l'intérêt de faire appel à une décoratrice, parce que clairement, c'est des choses auxquelles soit on ne pense pas, déjà parce qu'on n'a pas la connaissance de tous les matériaux qui existent. Et puis des fois, effectivement, on va se dire, bon, un mur rose, un mur vert, est-ce que ça va pas faire bizarre? Est-ce que c'est pas too much? Et en fait, une fois qu'il est là, on se rend compte qu'en fait, c'est super joli. Il suffit juste de bien l'amener et de bien poser. Et en fait, Oui. ça rend vraiment bien, quoi. C'est pour ça que tes auditeurs justement vont écouter ça, c'est important qu'ils aillent aussi vers des décoratrices quand ils ont besoin de choisir des peintures, vers des décoratrices ou archi d'intérieur qui connaissent bien la couleur. Tout le monde n'est pas formé à la couleur. Et du coup, ça dépend ce qu'on souhaite faire. Si on souhaite choisir du mobilier, etc., il n'y a pas forcément besoin d'avoir cette connaissance. Mais quand on veut vraiment une conception de son intérieur sur toute la colorimétrie de l'espace et surtout une ligne architecturale dans toute la maison ou dans tout l'appartement, eh bien, voilà, faut pas se tromper et regarder qui peut faire ça. Parce qu'on peut aussi, à l'inverse, rater son choix de décoratrice et avoir un rendu qui va pas du tout ou qui n'est pas cohérent de pièce en pièce. Donc, c'est important de bien choisir ça. Et aussi que, je pense, la personne soit aussi à l'écoute
pour proposer, donc la décoratrice, pour proposer aussi autre chose que des peintures. Il n'y a pas que la peinture, il y a plein d'autres choses qui donnent aussi du caractère au mur. Et justement, là encore, les clients, quand ils viennent, ils disent, je savais même pas que ça existait, tout ce que vous m'avez montré, mais c'est super, ça m'intéresse. Donc après, il y a toujours des questions, bien sûr, de réalité. Est-ce que c'est possible chez eux? Et est-ce qu'ils ont aussi le budget? Il y a des choses qui sont économiques, il y a des choses aussi qui sont écologiques, mais ça va répondre à chaque personne suivant leurs besoins premiers. Donc, voilà. Et par rapport aux solutions classiques, donc quand je dis classique, ça va être par exemple la peinture, le papier peint, les enduits. Est-ce que on peut parler là de valeurs sûres? Est-ce qu'il y a des pièges à éviter dans ces solutions classiques? Enfin, quand je dis solutions classiques, c'est vraiment les solutions auxquelles les gens vont généralement penser par réflexe quand ils vont décorer, construire, rénover. Alors, oui, les choix classiques, bon, il y a la peinture. Donc quelquefois, en fait, quand on est sur des couleurs claires, être sur des peintures, on va dire GSB, grande surface de bricolage, ça peut tout à fait, entre guillemets, convenir au plus grand nombre. Mais dès qu'on parle de couleurs, aujourd'hui, une fois qu'on goûte, c'est comme un peu lorsqu'on goûte, alors je peux vous donner un exemple, une conduite en automatique, on a du mal à revenir en manuel. Là, c'est la même chose. Quand on goûte à la couleur avec des peintures qui ont vraiment, déjà, des peintures où quand on voit les échantillons, c'est la vraie peinture, c'est pas un nuancier numérique, on n'est pas déçu par la suite. Et quand ces peintures-là, elles sont travaillées avec des pigments qui sont incroyables, ça n'a rien à voir avec une peinture de GSD qui va être assez figée et qui va pas du tout rendre la même chose. Et donc, quelquefois, quand on fait pas des couleurs dans toute sa maison, il vaut mieux avoir des peintures qui coûtent un peu plus cher, mais on fait plus de litres, plus de couvrance, plus de mètres carrés par litre. Donc finalement, quand on fait les bons calculs, c'est pas forcément si cher. Mais par contre, on a une bonne peinture qui derrière, suivant les moments de la journée, ne va pas rendre pareil, va diffuser la lumière au niveau des yeux. C'est assez impressionnant les différences. Et du coup, s'y sentir encore mieux. Donc, j'invite déjà les gens, quand ils vont faire leurs calculs en magasin, qui regardent des fûts en GSB. Souvent, les fûts sont plus grands. Et quand vous remettez ça par rapport au nombre de mètres carrés que vous pouvez faire techniquement indiqué sur le pot, regardez bien avec des peintures plus haut de gamme, et vous verrez que vous serez c'est souvent gagnant. Donc, moi, ce que je dirais comme vrai conseil pour les auditeurs, si vous êtes sur des endroits que vous souhaitez colorer avec de belles couleurs, à certains endroits de votre maison, voire partout, hein, mais mettez plutôt des bons produits qui vont pas vous décevoir, qui vont durer longtemps, et suivant les finitions, qui vont être lessivables, pas du tout dangereux si vous avez des enfants, si c'est des forts lieux de passage, si c'est votre local professionnel peut-être, mais au moins, eh bien, en fait, vous en aurez pour votre argent et surtout, vous serez beaucoup mieux dans ces typologies de peinture-là. Quand j'ai commencé, on avait acheté ma première maison qu'on a rénovée ici en bord de mer. C'était notre maison de vacances. On habitait à Paris. On n'avait pas trop de budget. On a acheté des peintures Luxens de chez Leroy Merlin. Là, on n'en peut plus, en fait. Ça fait comme un film plastique. Elles sont comme mortes, en fait, les peintures. Il y a une vraie différence. C'est fade et on s'y sent pas bien. La maison qu'on avait à Rennes, j'ai tout fait en ressources sur les couleurs et en blanc plus classique avec la seigneurie. En fait, tout ce qui était en ressources, mais c'était incroyable comment ça vibrait, et tous les gens qui venaient chez nous faisaient ce commentaire. Et quand on a vendu la maison, c'est aussi parce que les gens adoraient les couleurs et tout le travail de colorimétrie qui avait été fait dans notre intérieur. Donc, même pour la vente d'une maison, on peut se faire aider. Et quand une maison ne se vend pas, et on peut se faire aider pour bien choisir des couleurs pour faire qu'elles se vendent aussi plus rapidement. En home staging, on peut travailler cette technique et c'est vrai que ça peut aussi aider. En autre erreur, c'est le choix des finitions. Donc, par exemple, chez Ressources, il y a plus de 9 finitions différentes. Donc, moi, je vais souvent avec les clients, une fois qu'on a choisi les couleurs, déjà, ça a été dur pour eux. Ensuite, sur une même couleur donnée, j'ai 9 cartons A4 Bristol qui sont colorés de la même couleur, qui s'appelle la couleur l'arôme, et c'est une espèce de gris. Et en fait, je leur fais toucher, parce que on les met toutes côte à côte, les 9, on voit qu'il y a des différences suivant la finition, mais elles sont pas toutes faites pour être mises au même endroit, et elles sont pas toutes faites pour plaire à tout le monde. Il y a des gens qui aiment bien avoir un toucher granuleux, il y a des gens qui aiment bien avoir un côté brillant, il y a des gens qui veulent du mat. Et donc, suivant ce que, là encore, les gens vont vouloir, là où elle va être placée, il faut vraiment
que moi, je puisse leur dire, c'est ça qu'il vous faut. Encore une fois, un peu comme quand vous allez voir n'importe qui et vous lui demandez, moi, qu'est-ce qu'il faut que j'achète? Lui, il va savoir vous dire. Et là, c'est la même chose pour les choix des finitions. Il faut que votre décoratrice, elle s'y connaisse en finition et qu'elle vous laisse pas livrer à vous-même en disant, bon, voilà, vous choisissez cette couleur, finition, vous voyez avec votre peintre. Les peintres sont pas toujours beaucoup le sont, mais certains ne sont pas au fait des finitions. Ils disent, vous mettez velours ou velouté, suivant les marques sur les murs, et puis vous mettez au plafond du mat. En fait, on peut faire plein de choses différentes, mais ça dépend là où c'est positionné. Et aussi le rendu que vous souhaitez avoir. Donc ça, c'est un petit peu, comment dire, une expérience qu'on acquiert au fur et à mesure, qu'on teste. Et puis aussi, on voit le ressenti des clients et on voit aussi leur façon de vivre. Par exemple, une chambre pour enfants, on va pas mettre la même chose qu'un bureau où il y aura pas beaucoup de passages, par exemple. Ouais, ça va pas forcément vieillir, pardon, de la même façon. Et j'imagine que oui, en fonction du passage et comme tu dis, une chambre d'enfant où il y a plus de chances qu'il y a des choses qui touchent les murs, l'enfant qui frôle les murs en jouant, etc. Ça va beaucoup. Le temps va être, les marques du temps vont être beaucoup plus vite visibles que oui, dans une buanderie, par exemple, ou un bureau. Exactement. Et comme avant, il y a quelques années, il y avait des peintures qui étaient aussi soi-disant spéciales salle de bain et d'autres restes de la maison. Aujourd'hui, ça a évolué. On peut mettre des peintures. Il n'y a plus cette sectorisation typologie salle de bain et on peut mettre des peintures tout à fait classiques si ce sont des bonnes peintures. Et un autre point aussi intéressant, c'est qu'il y a beaucoup de parents, voire des familles aussi ou des particuliers qui viennent nous voir, qui veulent des peintures qui polluent le moins possible leur intérieur, notamment des pièces pour les enfants ou même leur chambre. Et donc, Ressources a aussi des finitions qui le permettent. Ils ont la satin essentiel notamment et la mat essentielle qui n'a que 1 gramme de COV par litre. Et donc, ça préserve vraiment toute la qualité de l'air de l'intérieur de ces pièces. Et on peut même le mettre dans des forts passages. Donc, on peut la lessiver, etc. Et du coup, pour les clients, ça répond aussi à cette demande-là. Donc, si on récapitule, il faut vraiment savoir où ça va être placé pour que les gens puissent savoir quel type de finition ils attendent. Ce qu'ils attendent aussi en termes d'entretien et du coup de pollution. Et puis enfin, un autre point important, c'est la préparation des murs. On n'en parle pas assez souvent, mais souvent les gens essaient d'économiser en disant «Oh, c'est bon, il y avait déjà quelque chose qui avait été fait avant». Non, il faut le dépoussiérer et ensuite il faut passer une couche d'impression. La couche d'impression, elle est importante. Faut pas mettre n'importe quelle peinture, faut mettre une sous-couche parce que la sous-couche va permettre de retenir déjà la couleur pour que les 2 couches de peinture suivantes soient vraiment parfaites et que ça fonctionne bien quand elles se superposent ces peintures. Ressources a sorti maintenant, ils font toutes leurs sous-couches de la même couleur que la peinture en question. Ce qui fait que quelquefois les gens disent mais ça y est, j'ai fait la sous-couche, on dirait la peinture finale. Non, il faut quand même mettre les 2 couches, mais le rendu est vraiment parfait. Et quand on fait un mur de la couleur bleu clin, donc c'est la même couleur quasiment que ce que vous voyez dans le jardin majorel au Maroc, et cette couleur-là, on fait la sous-couche teintée pour avoir vraiment le rendu Yves Klein que l'on souhaite avoir. Et c'est incroyable quand on suit bien les process de voir à quoi ça ressemble. Et ça me fait parler d'un sujet qui est important. En fait, je suis appelée quelquefois pour venir en aide à des pros qui me disent, par exemple, j'ai eu le cas il y a pas très longtemps, la personne a fait tout un bureau pour une cliente à Vannes avec un contre-typage de la couleur ressource Yves Klein. Un contre-typage, pour les gens qui savent pas ce que c'est comme ça, quand vous partez en vacances en Turquie et que vous ramenez un sac Louis Vuitton. C'est interdit déjà. Et vous voyez, c'est pas la même chose. Les finitions sont pas pareilles, le cuir n'est pas pareil. Alors oui, de loin, on peut croire que c'en est un, mais clairement, on parle pas de la même chose. Et le contre-typage de peinture, c'est la même chose. On essaie de copier la recette, mais on n'a pas les mêmes ingrédients. Donc, esthétiquement, on a l'impression qu'on a la même chose. Les gens se persuadent en disant, ouais, j'ai du ressource chez moi, mais on le voit tout de suite. Moi, j'arrive, je dis, non, ça, c'est pas du ressource. On voit la couleur, quelquefois, n'est pas du tout la bonne. Le contre-typage est raté, et même des contre-typages qui sont assez proches, ça ne rend
pas pareil. Donc faites attention au contre-typage. Je J'ai un endroit ici où je le montre aux clients. J'ai fait contre-typer un petit pot pour que les gens voient vraiment à quoi ça ressemble. Un beige et il sort presque couleur cacadois. C'est vraiment pour montrer que il faut faire attention. On veut aller à l'économie, mais on n'obtient pas la même chose en fait. Vous essayez pas de contre-typer si vous avez une marque que vous aimez bien, vous essayez plutôt d'économiser pour vous l'acheter plutôt que d'acheter quelque chose qui n'a rien à voir. Euh, et c'est la même chose sur la peinture. Sauf que les gens n'ont pas forcément cette connaissance et écoutent le peintre. Les peintres sont souvent les premiers à dire bah oui, je vais contre-typer. Là, en l'occurrence, cette cliente pour du bleu clin, elle a contre-typé parce qu'elle pensait que ça allait être parfait et le rendu était terrible. La cliente n'a pas accepté, donc elle a passé 3 jours à faire sa préparation, sa sous-couche, ses 2 couches pour rien. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que elle a dû tout recommander avec nous et elle a dû refaire sa préparation des murs, sa sous-couche et les 2 couches avec le Yves Klein. Donc concrètement, le travail, elle a dû le faire 2 fois et elle a dû racheter la peinture une deuxième fois. Ouais, c'est vrai que souvent les gens veulent vraiment effectivement économiser et ne pas ils se disent bon, c'est de la peinture, je vais pas mettre tout le budget déco là-dedans. Mais en fait, si on achète une peinture ou un autre matériau de mauvaise qualité, si c'est pour au final devoir le refaire parce que 3 mois après ça reparaît pas bien, on aura perdu de l'argent, du temps. Donc, comme tu dis, il vaut mieux économiser, prendre un peu plus de temps pour avoir le budget pour tout de suite acheter des matériaux de bonne qualité et au moins on est tranquille sur la durée. C'est ça. Et moi, je préfère avoir des clients qui vont acheter au fur et à mesure et faire leurs pièces dans leur maison au fur et à mesure parce qu'ils vont pas être déçus, ils vont garder les choses, mais des années. Et vraiment, il y a un côté aussi écologique, on a un impact sur l'environnement quand on construit une maison ou quand on la rénove. Et c'est important aussi de penser à ça, que de faire en fait de la réno pas chère, mais qu'il faut refaire tous les 3-4 ans parce que ça n'a pas tenu. Il y a aucun intérêt pour moi d'être dans cette vision de la décoration. Je préfère faire des choses qui restent dans le temps, qui passent pas de mode et qui sont résistantes. Et du coup, les clients sont satisfaits et n'ont pas à refaire tous les 4 matins. Ouais, exactement. Et donc, je rebondis sur tout ça parce que là, aujourd'hui, on voulait faire un petit focus sur un matériau, c'est la chaux. Alors, la chaux, c'est vrai, c'est un matériau que je connais de nom, mais j'avoue que qui était sorti de ma tête. Enfin, je pense que j'en avais oublié, oublié l'existence. Et c'est vrai qu'on n'a pas l'habitude d'entendre parler de ce matériau-là. Alors, est-ce que tu peux un peu nous expliquer déjà qu'est-ce que c'est pour ceux qui ne connaissent pas ce matériau et pourquoi est-ce que ça revient en force ces derniers temps dans la décoration? Oui, donc la chaux, en fait, ça redevient très à la mode, mais c'est un matériau qui est très, très, très ancien. Je pense que quasiment personne va trouver la réponse si on pose la question. Mais la chaux, ça date de plus de 7000 ans. Donc ça vient notamment de l'Égypte. Ça servait à l'époque à enduire les murs, à décorer les temples, les tombes, etc. Parce que c'est grâce à des pigments naturels. Donc on avait les ressources et on les utilisait pour en faire de la peinture. Ensuite, ça a été utilisé notamment chez les Grecs et les Romains pour faire toutes les fresques murales qu'on connaît encore aujourd'hui. Et puis, vers chez nous, en Europe, notamment au Moyen-Âge, dans toutes les églises. Euh, Pourquoi? Parce que c'est à la fois, et encore aujourd'hui, une matière qui est assainissante, mais aussi parce que c'est durable et ça reste vraiment très, très, très longtemps. Donc, voilà pourquoi c'était utilisé déjà à l'époque. Et puis, en fait, aujourd'hui, on cherche à avoir un effet, un impact environnemental qui est quand même moindre. Et c'est la forte demande, on va dire, de rénovation écologique qu'on nous demande. Et donc, pourquoi ça reprend beaucoup aujourd'hui la production de chaux? Parce que on cherche à la fois rénover les choses quand on travaille avec les architectes des bâtiments de France, de manière écologique, qui respectent les bâtis anciens, et pour des particuliers, le respect de l'écologie. Donc, on les utilise en gros pour 2 choses. Moi, je le vois, voilà, quand on était à Rennes, dans une zone en plus architecte des bâtiments de France, on devait respecter ce qui était fait sur des bâtiments anciens ou dans des centres ailleurs protégés du patrimoine. Et on utilise ces techniques anciennes que beaucoup d'artisans ne connaissent plus, mais dans les CFA, ils essaient de faire revenir les jeunes sur ces typologies de travail.
à la chaux parce que c'est très demandé et plus beaucoup de personnes le maîtrisent. Et à côté de ça, les particuliers en demandent, non pas parce qu'ils sont dans une zone, on va dire protégée, mais parce qu'ils souhaitent une décoration qui est plus naturelle et des intérieurs qui sont sains, parce que ça a des vertus qui sont dépolluantes. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est 100% naturel, euh, c'est très durable, ça gère aussi la partie humidité, euh, d'une pièce. Donc en gros, quand on a chaud dans une pièce ou quand on a froid, la chaux va être vivante sur les murs et va faire en sorte qu'on s'y sent encore mieux. Donc ça, c'est assez incroyable, mais dans une maison qui est peinte à la chaux, on s'y sent très bien. Quasiment tout autour de moi, là, j'ai de la chaux. J'ai une partie peinture avec les arches, mais partout ailleurs, on est venu mettre de la chaux pour que les gens puissent aussi voir sur des grands espaces que ça donne. On s'y sent très très bien. Et quand il fait très chaud, comme c'était encore la canicule la semaine dernière, on s'y sent bien. Ça fait euh, une régulation en fait naturelle. Ça dure très longtemps et puis c'est compatible avec des supports anciens. Donc voilà, il y a un côté qu'il faut pas négliger. Par contre, c'est pas fait pour tout le monde. Il y a des gens qui veulent le côté peinture dont on a parlé tout à l'heure où c'est lisse. Et puis il y a une autre typologie de gens qui veulent des intérieurs imparfaits. Et donc pourquoi ça c'est parfait? Parce que ce n'est pas parfait. C'est une phrase avec beaucoup de répétitions, mais c'est vrai. En fait, on a de la matière avec la chaux, on a de la profondeur et du caractère. Donc, on peut avoir des teintes très claires qui peuvent être proches du blanc. Il y a des teintes de peinture à la chaux, blanc calcaire, avec une petite tonalité de beige, de sable. Mais en fait, nos murs ont du caractère parce que il y a à l'intérieur des nuances. On n'est plus sur du plat, on n'est plus sur de l'uniforme. On rentre vraiment dans un univers qui est vivant et qui est sensoriel. Et du coup, les gens touchent les murs. Donc, il faut aussi voir quel type de peinture à la chaux on fait, parce que les gens ont envie de toucher, donc on va pas forcément mettre tous les types de chaux sur tous les murs. Encore une fois, comme l'histoire des finitions sur la peinture classique, il y a aussi des finitions et des techniques d'application qui sont différentes sur la chaux. Par exemple, si on veut à la fois un rendu brut et doux, on peut avoir l'utilisation et le travail de la chaux ferrée. Donc la chaux ferrée va se travailler avec pas mal d'étapes, il y a plus de 6 étapes, et en fait, l'artisan doit revenir aussi assez souvent, mais une fois que le mur est terminé, on a un mur avec un esprit un peu, si tu connais du tas des lacs, ça peut ressembler un petit peu à ça. Je connais pas. Le tas des lacs, c'est un peu comme la chaux ferrée. Tu vois des formes qui ont été faites avec une spatule en métal. Oui, je vois, c'est bon. Oui. On vient faire des formes un peu comme un demi-cercle qu'on vient croiser et ça fait quelque chose d'assez vaporeux, nuageux et c'est vraiment très joli et ça capte la lumière en fait de façon subtile. Donc avec le soleil qui peut donner dedans, c'est vraiment superbe. Et quand c'est sombre, on voit quand même ces reflets qui fait un peu comme un esprit. Quand on lève la tête quelquefois dans les églises, on voit un peu des nuages qui ont quelquefois été faits. Alors eux, ils faisaient ça avec des éponges aussi. Ça peut faire penser un peu à ça, mais un côté plus moderne aujourd'hui. On n'est pas à regarder le plafond d'une église, on voit plutôt des intérieurs, on va dire, des maisons qui sont assez écologiques et aux matières naturelles. Le fait de ne plus être dans l'uniforme et d'avoir un mur unique, les clients adorent. Et donc, il y a la chaufferie qui se voit beaucoup. Et la chaufferie, l'effet se voit beaucoup. C'est pas qu'on la voit beaucoup partout, mais elle se voit beaucoup sur un mur. Et par exemple, donc là, par exemple, j'ai ramené 3 types de chaux. C'est la même peinture, mais c'est le travail qui n'est pas le même et les couches qui sont différentes. Donc on a d'abord la chaux ferrée qui demande 6 étapes et ça fait un effet, en fait, comme j'expliquais, un peu nuageux. Et quand on touche, c'est doux comme les fesses d'un bébé. Et chaque endroit où l'outil, la spatule en métal, est venu chauffer et du coup on est venu ferrer la matière, on sent un petit relief sous le doigt, mais qui est vraiment très léger et très doux. Et ça peut être protégé. Donc nous, on l'a mis à l'étage à certains endroits de l'espace atelier Villa Creativa. En fait, on est venu le
on est venu le protéger avec une cire. Et du coup, cette cire fait que elle est hydrodiluable. Donc, en fait, on peut même venir mettre des projections de nourriture. Ça ne salit pas. Ça peut se nettoyer. Donc, ça, pour des intérieurs de clients avec enfants, ça marche très, très bien. Ensuite, là, c'est la même couleur, mais en chaux brossé. La chaux brossée, euh, donc on n'a pas le même outil. On a un pinceau brosse qu'on peut prendre qui fait à peu près la largeur d'une paume de main. Et là, on vient faire un petit peu ce que vous voyez beaucoup sur les réseaux sociaux, comme de la peinture au bicarbonate. On vient faire plutôt des 8 ou des signes de l'infini. Et donc, de loin, on voit qu'une couleur avec peu de reflets. De près, on sent des granulés, un peu comme s'il y avait du sel qui ressortait un petit peu. Donc pour la peau, si on passe le bras, bah voilà, on sent ces petits effets de matière un peu granuleux. Et donc ça, c'est ce qui ressemble le plus à la peinture au bicarbonate, sauf que c'est de la chaux. Donc c'est 100 fois mieux que de la peinture au bicarbonate que je décris vraiment par rapport à tout ce qu'on voit sur les réseaux sociaux. Ça, vaut mieux faire une peinture à la chaux brossée qu'une peinture au bicarbonate. C'est vraiment, ça n'a rien à voir et surtout, ça sera plus durable. Les gens qui ont fait de la peinture au bicarbonate, c'est joli quelque temps, mais ça vieillit très mal. Et ensuite, le travail est énorme pour remettre son mur bien avant de repartir sur autre chose. Ok. Et donc là, l'application de la chose, c'est... Enfin, il faut faire appel à un professionnel, on peut pas le faire soi-même chez nous. Alors, on peut le faire soi-même en suivant, il y a des tutos qui existent aussi. Euh, la peinture de chaux brossée, c'est la plus simple en maîtrise du geste. La chaux ferrée, la chaux lissée, c'est quand même pas à la portée de tout le monde. Mais la chaux brossée, ça ressemble à l'application d'un peinture au bicarbonate, donc ça peut être à la portée de tout le monde. Et nous, on explique aussi aux clients qui souhaitent le faire par eux-mêmes, soit lors d'un atelier, soit en leur expliquant et en leur envoyant les tutos de la marque Ressources. Mais c'est la plus abordable et c'est celle aussi qui demande le moins de passage, donc c'est la plus courte à faire. On met moins d'heures à faire celle-ci, même s'il faut quand même beaucoup de temps, mais on met moins d'heures à faire celle-ci parce qu'il y a moins d'étapes. Le seul inconvénient qu'il y a, encore une fois, comme peinture au bicarbonate, c'est pas une peinture qu'on met dans un lieu de passage. C'est pas une peinture qu'on met dans une salle de bain. Pourquoi? Parce que déjà, c'est vivant la chaux et surtout, ça ne se nettoie pas. Je ne peux pas venir appliquer une cire dessus. Donc, si on a des imperfections, eh bien, et qu'on fait des tâches, on va en avoir encore plus après. Il faut vraiment adapter à quel client on applique quel type de show, quoi. Exactement, exactement. C'est pour ça que je décris un peu aussi les modes d'Instagram avec la peinture au bicarbonate qui a notamment été lancée par Rachel Styliste, qui est super. Et en fait, oui, c'est assez simple à faire, mais même elle y revient en fait. Elle a vu que le rendu n'est pas forcément à la fin sur le long terme ce qu'elle attend. Et il n'y a pas tout ce côté de dépolluant et ce côté régulation parce que c'est de la peinture. Là, avec la chose, ça va réguler et ça va pas mal tourner comme avec une peinture au bicarbonate. D'accord. Je pensais pas qu'il y avait autant d'avantages et de choses à savoir. C'est vraiment très, très intéressant. Une finition qui reste, et c'est la chaux lissée. La chaux lissée, on vient avec une spatule. Ça ressemble un peu au mur en béton ciré. Donc pour des gens qui veulent du béton ciré, le béton ciré, c'est bien et pas bien à la fois. Le béton ciré, déjà, il faut trouver une entreprise qui est vraiment compétente pour le faire et qui s'y connaît. Il y a par exemple la plus connue Instagrammeuse du béton ciré, c'est Jolie Môme, qui en fait partout dans le monde et qui importe son savoir-faire avec ses petites fées qui viennent avec elle. Mais c'est difficile de trouver des bonnes entreprises comme elle pour le faire. Et c'est quelque chose qui doit être bien préparé parce que ça fissure souvent le béton ciré. Il y a souvent des litiges décennales avec les entreprises qui ont fait du béton ciré. Et l'autre point qui, moi, me gêne avec le béton ciré, c'est aussi pour ça que nous, on n'en fait pas chez Villa Décor, c'est que le béton ciré est très nocif pour la santé. C'est une application qui demande d'être très bien protégée et il y a beaucoup de gens qui regardent sur les réseaux et qui font eux-mêmes du béton ciré. Le béton ciré va provoquer des cancers comme l'amiante d'ici quelques années pour les gens qui auront été exposés. Donc, s'ils n'ont pas été bien protégés, c'est très toxique. Donc, c'est joli après, ça fait un côté naturel, maison
un peu esprit espagnol, etc. Sauf que si les gens qui les appliquent sont exposés, moi, ça peut pas matcher avec nos façons de faire. Ouais. Alors que si les gens partent avec de la chaux lissée, qui sur les murs va rendre quelque chose de très proche euh, du béton ciré, mais qui est naturel et qui n'est pas dangereuse pour la santé. Donc ça, c'est vraiment important. Et le rendu, je sais pas si tu arrives à l'apercevoir avec la webcam, mais c'est très très doux et Ça a l'air on voit voilà, on voit comme des effets de taloche. C'est très lisse et ça a un côté mat et pas brillant. Donc c'est vraiment joli au soleil, c'est joli à l'ombre et ça donne des murs imparfaits, mais imparfaits à la façon du béton ciré. Très joli. ouais. Et du coup, vu que c'est quelque chose de naturel, est-ce qu'on arrive à avoir toutes les couleurs qu'on veut ou on est du coup limité de ce côté-là? Il y a quand même beaucoup de couleurs. Tu vois, je pense que je pourrais pas te dire combien il y en a, mais il y en a quand même vraiment beaucoup. J'en ai moins que pour les peintures. Pour les peintures, j'ai un nuancier de 360 couleurs sur les couleurs ressources même. Après, il y a des déclinaisons. Sur la chaux, je dirais que j'en ai au moins à peu près 60 de différentes qui se déclinent sur ces 3 couleurs. Donc c'est pas mal, oui. Oui, oui, c'est pas mal. Et on a encore une autre typologie qui s'appelle la chaux fine. La chaux fine, on en a un peu moins et c'est un peu moins. Et là, c'est que des pigments vraiment naturels. Donc, on va rester sur peut-être une trentaine de couleurs. Ok. Bon, ce qui est déjà quand même pas mal au final pour les choses naturelles, ça laisse quand même un bon choix, je trouve. Exactement. Donc ça, voilà, c'est des choses qui sont importantes à savoir, que les gens connaissent pas, parce qu'il y a peu de professionnels aussi qui le font. Et parce que c'est plus compliqué, ça prend plus de temps, mais c'est aussi unique. Et on n'est pas obligé de faire toute sa maison comme ça, mais vous voyez, on l'a fait dans une maison à la Baule. On a fait un verre laurier, magnifique, juste sur le mur derrière la télé. Donc c'est un verre assez soutenu. Et au sol, un sol tressé en boulon, donc en plastique à la fois gris et beige, et les canapés de la cliente étaient en bouclette verte foncée. Le rendu est vraiment magnifique, et les murs n'étaient pas blanc, ils étaient blancs avec un petit peu de jaune. Le cocon est magnifique, et son mur, personne d'autre ne l'aura, parce que c'est un mur qui a été fait pour elle, et on peut pas être plusieurs à créer un mur à la chaux. Il faut que ça soit qu'une seule main. Mm. Donc, quand par exemple ici on a fait pas mal de murs, eh bien mon mari avait son mur, moi j'avais mon mur, on n'était pas à faire le même parce que le rendu n'est pas pareil. Chaque main a son geste et du coup, ça, pour nous, c'est beaucoup d'émotion quand on le fait chez les clients parce qu'on laisse notre trace, mais vraiment plus que lorsqu'on fait par exemple une salle de bain ou un sol. Là, on laisse une trace qui est vraiment la trace de notre main et c'est un héritage qu'ils garderont jusqu'à ce qu'ils le recouvrent, mais souvent très 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 longtemps. Ouais, oui, et puis au client, ça lui permet vraiment d'avoir quelque chose de totalement unique. Exactement. Et de pas avoir la même chose que son voisin. Et c'est pas forcément, encore une fois, une folie en termes de budget de mettre un mur comme ça. C'est, voilà, je pense que c'est à la fois comme quand on utilise parcimonie du papier peint ou un panoramique, ça donne une ambiance, ça donne du cachet et ça rajoute une vraie touche à son style et à son intérieur. Et parmi les alternatives pardon, innovantes, on va dire, qui ont beaucoup émergé ces dernières années, là-dedans, il y a le revêtement adhésif. Donc, je sais que toi, c'est aussi quelque chose un matériau avec lequel que tu travailles. Est-ce que tu peux un peu nous raconter peut-être ton expérience avec ce produit? Pourquoi est-ce que tu as choisi d'en intégrer à tes propres projets? Oui. Alors en fait, moi, je vais dans des intérieurs de clients modestes à très haut de gamme et j'avais souvent une problématique qui s'ouvrait à moi et qui me gênait beaucoup d'un point de vue développement durable. C'est que les clients souvent avaient de belles cuisines à l'intérieur, mais voulaient changer les façades. Donc ça partait de là le problème que j'avais. Et en fait, j'arrivais pas à trouver des menuisiers parce que nous, on fait pas la menuiserie, l'agencement d'intérieur. Et j'arrivais pas à trouver des agenceurs qui acceptaient de nous changer les portes ou des cuisinistes de me changer les portes. Pourquoi? Parce que c'est pas rentable, parce que les fournisseurs de meubles de cuisine changent tous les 2-3 ans suivant les marchés, donc ça change de quelques millimètres, donc c'est pas la même chose.
Et puis, c'est pas produit en grande série, donc automatiquement, c'est pas intéressant. Et pour un poseur de venir, de récupérer toutes les façades, tout démonter, les ramener, donc faut les protéger, les retoucher. Enfin bref, ça n'intéressait personne. Et je me suis dit, c'est quand même dommage parce qu'on jetait beaucoup de cuisine. Donc certains clients acceptaient qu'on les mette en don, donc on les mettait sur le Bon Coin, sur Marketplace, pour faire des heureux parce qu'elles sont souvent en bon état. Pareil pour des meubles de salle de bain. Et puis d'autres fois, malheureusement, quand on démonte la cuisine, c'était à mettre à la poubelle, donc ça fait vraiment beaucoup de déchets. Et je me suis dit, pour toutes ces cuisines qui sont dans un état parfait à l'intérieur, les portes aussi, mais juste la couleur et les poignées qui ne conviennent plus, pourquoi on peut pas faire quelque chose? Et puis, par hasard, j'étais au salon, du bâtiment, Batimat à Paris, il y a, je pense, au moins 4 ans. Et je tombe sur le stand de Cover Steel avec Jérémy qui nous faisait une démonstration et Stéphano de comment ça s'utilise, comment on peut réparer sur une porte, tout ce qu'on peut faire. Je me suis dit, mais c'est génial. J'avais des salariés avec moi qui étaient aussi subjugués. On s'est dit, mais c'est trop bien, c'est exactement ce qu'il nous faut. Et donc, du coup, en fait, on a décidé de creuser. Et puis, moi, je me suis dit, c'est génial, c'est ce qu'il nous faut. Donc, je vais aller au Luxembourg et je vais me faire former. Et puis, mon mari me dit, oh, t'es pénible, encore un truc nouveau, tu veux encore que je fasse quelque chose de nouveau. Et je dis, c'est pas grave, je vais y aller toute seule. Et puis, il m'a dit, non, je veux peut-être venir, ça va être sympa, 4 jours de voyage. Je dis, non, mais on va pour travailler, on va pas en voyage. Et puis finalement, il était bien content parce que j'étais la seule femme quand on est arrivé, donc il était bien content d'être présent et d'être au milieu de tous ces artisans qui étaient comme nous, mais qui avaient aussi la même problématique. Et donc on s'est fait former pour vraiment connaître les produits. Moi, je suis quelqu'un qui a besoin de vraiment bien comprendre et de savoir le faire avec mes mains pour pouvoir l'expérimenter, le tester, le malmener pour voir vraiment tout ce qu'on peut faire avec, pour ensuite le vendre et le proposer aux clients. Et donc, ça a été vraiment très, très intéressant. Et donc, je suis repartie d'ici très, très satisfaite. Et je me suis dit, maintenant, c'est parti, on tente. Donc, on s'est d'abord entraîné parce que, encore une fois, c'est des choses qu'on peut faire croire qui sont très faciles à faire pour les particuliers. C'est facile d'acheter le film, c'est facile de le mettre sur une surface plane, mais faire les angles avec une belle finition, alors là, clairement, quand les clients veulent le faire, allez-y, pas de souci, je peux vous vendre du film, mais c'est pas, vous allez gâcher le résultat. C'est comme si vous alliez acheter des magnifiques carreaux porcelanosa et que vous alliez les poser vous-même. Ça va être une catastrophe. Laissez faire les pros parce que vous allez être déçus et vous allez perdre votre argent. Et donc, on s'est pas mal entraîné chez nous. Et puis ensuite, on a commencé à le faire chez les clients pour des cuisines, pour des meubles, pour des plans de travail. Et en fait, moi, j'aime beaucoup l'utiliser encore une fois quand des clients veulent du beau, quelquefois des très belles pièces et d'autres fois un mix. Et bien en fait, surtout quand les cuisines vont bien, je fais en fait un changement notamment des façades ou des meubles de salle de bain, juste les façades qui sont pas forcément de la couleur qu'ils souhaitent, mais par contre, on va changer pour un plan de travail en Decton ou en quartz ou en coquille Saint-Jacques comme on a ici au coquillage. On peut du coup se faire plaisir sur autre chose sans pour autant avoir le budget d'une cuisine qui aujourd'hui a un panier moyen d'une bonne cuisine. On est souvent aux alentours de 18 à 25 000 euros. Là, il y en a pour moins cher. Et on repart pour 10 ans tranquillement. Et donc, les clients sont convaincus parce que ils ont l'impression d'avoir une nouvelle cuisine. Du coup, ils peuvent en profiter pour refaire la déco qui est autour. Et puis, se racheter un plan de travail de très, très bonne qualité. Et tous leurs amis arrivent en pensant qu'ils ont changé la cuisine, alors que la cuisine est la même en dessous. Donc, voilà comment on est arrivé. Moi, je trouve que Cover Steel est très fort en marketing parce qu'il y a des très bonnes équipes qui travaillent des catalogues qui sont bien, qui sondent le marché, qui voient aussi ce qui plaît aujourd'hui. Et on a des imitations d'effets marbre, d'effets pierre qui sont vraiment très, très beaux. Donc, juste pour réexpliquer pour ceux qui ne connaissent pas, le covering, notamment de Cover Steel, c'est du film
qu'on va ensuite appliquer. Donc, il faut bien préparer encore une fois le support. On colle pas juste comme ça. Il faut faire tout un procédé de nettoyage, d'apprêtage, de réparation des supports si besoin. Et ensuite, l'application d'un produit, d'un primer, suivant le support qu'on a encore une fois, qu'on vient appliquer à des endroits stratégiques pour que ça colle bien. Et ensuite, à l'intérieur de votre porte, admettons, si c'est une porte de salle de bain, de meubles de salle de bain ou de cuisine, on vient faire un petit retour à l'intérieur d'1/2 à 1 cm, selon ce que le client souhaite, pour que les gens ne viennent pas à terme dans les 10 ans gratouiller pour décoller. Et ensuite, le plus challengeant, c'est de réussir à faire de bonnes finitions pour que ça soit bien fermé sur les angles et qu'on n'y voit que du feu. Et en termes de motifs, de coloris, en fait, le choix est énorme. On peut avoir des couleurs unies, des couleurs qui sont à la fois, comme les cuisines très tendance d'aujourd'hui, anti-traces. Donc, c'est un toucher à la fois un peu velouté ou peau de bébé, je dis souvent. Donc ça, c'est vraiment impressionnant. Moi, j'ai une cuisine qui est blanche comme ça et j'ai fait un meuble sur mesure à côté en médium que je suis venue recouvrir de ce même effet. On dirait que ça fait partie de la cuisine, alors qu'en dessous, c'est un meuble sur mesure. Donc, je fais faire aussi des meubles sur mesure à mes clients qui n'ont pas forcément toujours envie de mettre du bois massif. Eh bien, je viens coveriser ensuite par-dessus pour que le rendu soit parfait, alors qu'en dessous, ça peut être du mélaminé qui coûte moins cher ou du médium. On peut proposer des effets marbre, dont je parlais tout à l'heure, qui sont vraiment très très jolis. D'ailleurs, ici, pour montrer aux clients, j'ai pris, on a mis du très beau matériel un peu partout. Et là, pour finir mes présentoirs, j'ai acheté des cuisines Ikea basiques, mais tous les plans de travail, je viens les recouvrir de la référence effet marbre, la NE70, qui a un effet marbré avec un tout petit peu de gris et de marron à l'intérieur. Le rendu est juste incroyable en fait. Et tout le monde me dit: ah, mais c'est du marbre, c'est quoi? C'est marrant, c'est pas froid. Donc il y a vraiment un trompe-l'œil qui est assez impressionnant. Et du coup, quand on refait des intérieurs, soit du locatif aussi, ou des particuliers qui veulent rajouter une touche haut de gamme, on peut vraiment l'avoir avec le covering. On a des effets pierre qui sont vraiment magnifiques. Donc on peut avoir aussi ce côté un peu matière comme je peux avoir avec certains papiers peints. Donc on peut l'avoir mais le positionner sur les meubles. On peut avoir des effets brossés, alu brossé, on en a déjà mis sur certains électroménagers, ça peut pas mal servir. On a les effets paillettes. Un commerçant qui voudrait mettre au moment des fêtes un corner ou un podium d'une couleur différente, on peut venir mettre de la paillette et l'enlever. Pareil, on est locataire, on veut quand même rester dans notre logement, on peut venir coveriser la cuisine, ça ne l'abîme pas. Et quand on s'en va, on retire. Voilà, on vit bien les années où on est dans le logement et on retire par la suite et c'est pas pour autant qu'on va payer une fortune. Je l'utilise aussi pas mal en décoration quand je fais faire des dressings. Quelquefois, les clients ont le budget directement pour faire des dressings sur mesure en bois ou en mélaminé, mais quelquefois, on détourne en prenant des dressings Ikea et puis on vient agencer au-dessus en fermant ou avec du médium ou du placo pour qu'on ait vraiment l'impression qu'il soit fait sur mesure. Ouais. Et donc là, quand les clients veulent avoir un rendu sur les façades ou même quelquefois juste des portes coulissantes pour fermer, encore une fois, des placards, eh bien, au lieu d'avoir la porte coulissante blanche toute simple ou la porte Ikea blanche toute simple, on peut soit acheter du plume living qui permet d'avoir des couleurs et on vient acheter les façades avec eux, mais c'est un budget qui est quand même important. On veut plutôt de la matière et de la texture, et on peut avoir un effet textile, un effet cuir, un effet tissu résillé. On a vraiment ce qu'on souhaite et ça donne un côté très très haut de gamme. C'est pour ça d'ailleurs que c'est beaucoup utilisé en hôtellerie pour rénover les chambres vieillissantes des hôtels. On vient changer les têtes de lit, on vient changer les tables de nuit, le placard, voire même les salles de bain entières à l'intérieur de la douche puisque c'est imputrescible. On a eu un projet qui a fait sens pour nous. On est allé au Stade Rennais en février. Et en fait, on avait les dressings des kinés qui avaient 18 ans. Ils étaient vraiment en très très bon état. Ils étaient juste gris foncé et ils ont construit un centre d'entraînement collé à l'actuel, donc 50 mètres à côté. Et donc là, on a décidé en fait de les démonter, les déménager sans camion. On était à la main parce qu'il y avait 50 mètres à faire et on les a remontés dans le nouvel espace totalement neuf, mais on est venu les coveriser en blanc.
bah, en fait, ils étaient hyper heureux d'avoir pu réutiliser ces dressings pour les kinés qui étaient en parfait état, mais de leur donner une deuxième vie en les passant de gris foncé à blanc. Et c'est reparti. Le mobilier était tellement de bonne qualité, bah, il n'y a pas de raison, alors que, on va dire, beaucoup de personnes se seraient dit, oh non, on n'aime pas la couleur, bah, on fait refaire en blanc la même chose pour le nouveau centre d'entraînement. Donc il y a un côté aussi environnemental, et c'est d'ailleurs votre devise, pourquoi remplacer, pourquoi jeter quand on peut juste remplacer. Je pense qu'il y a un vrai, travail à faire de ce côté-là et d'ouverture d'esprit des clients. Mais pour ça, il faut montrer les choses et il faut faire de la pédagogie parce qu'il y a tout sur le marché. On peut aussi faire un rendu horrible et les clients vont être très déçus. Donc, encore une fois, trouver des gens qui savent bien faire, c'est pas facile, mais il faut le faire pour que vous ayez un rendu qui vous plaise et qui vous donne satisfaction. Parce qu'il y a des films aussi qui sont assez coûteux, des films effets cuir. Bah, quand on refait une table, il faut que ça soit bien fait. Sinon, comme un carreau porcelainosa mal posé, bah, c'est de la perte sèche et vous n'êtes pas satisfait derrière. Absolument. Et ouais, pour tout ce que tu as dit par rapport aux revêtements, que ce soit les possibilités d'application, les avantages, c'est vrai que tout ça, c'est vraiment le message qu'on veut mettre en avant. Et du coup, c'est bien que tu aies un bon ressenti vis-à-vis de ces valeurs-là de la marque. C'est pas très connu aussi, je trouve, c'est bien connu des artisans, pas mal des peintres, et cetera. Mais ouais, je poste souvent sur les réseaux sociaux et j'ai plusieurs consoeurs et confrères archi et déco qui me connaissaient pas et donc ils me posaient souvent des questions. Mais c'est quoi? Ah ouais, tu fais ça? Ah oui, mais et en fait, bah, j'ai le réseau de poseurs dans lequel je suis, on échange assez souvent. Et du coup, bah, je leur ai envoyé des chantiers et c'est eux qui font les chantiers de mes collègues qui sont un peu partout en France. Et elles sont ravies d'avoir trouvé cette solution-là pour leur projet. Donc, je suis très contente que, en fait, moi, ma découverte ait permis d'aider pas mal de consoeurs et de confrères qui aujourd'hui bah, testent aussi, voire certaines découvrent encore. Et je trouve ça vraiment riche parce qu'on peut en mettre aussi bien chez les pros que chez les particuliers. Ouais. Moi, j'ai parlé pas mal des meubles parce qu'on travaille les meubles, mais on peut aussi en mettre sur les murs, sur les plafonds. Certains veulent aussi faire de la réno. Les portes pour voilà, les rénover, c'est quand même vraiment super. Les portes d'hôtel, on peut en faire. Et je pense que sur quasiment chaque projet, je présente le covering parce qu'on peut toujours mettre une petite touche. Et on a d'ailleurs fait ici au showroom des toilettes licorne. On a des toilettes trône à l'étage de notre showroom et tous les murs sont avec le film Aurora, Aurora 1 et 2. Donc on a le Aurora pour les auditeurs. C'est un film un peu comme une queue de sirène qui fait à la fois bleu, rose, violet, suivant comment vous le regardez. Comme quand on était petit, on avait des jeux quelquefois comme ça. Et bien là, on a ça sur les murs avec un toilette rose de la marque Trône qui est juste incroyable. Et puis un meuble, le meuble Vasque, c'était un meuble bah, que des clients voulaient jeter. On est allé pour leur refaire leur WC et changer de lave-main. Ils voulaient le jeter. Ben, en fait, j'ai dit, est-ce que ça vous gêne du coup qu'il soit pas mis à la déchetterie parce que je voudrais faire quelque chose avec. Non, pas de souci. En fait, le meuble, il est comme neuf. Il était noir laqué et en fait, on l'a passé en effet bah, Aurora 2, donc avec des stries. Et il est magnifique. Et j'ai acheté une nouvelle vasque, on dirait un meuble neuf. Et tout le monde adore ce toilette qu'on n'a jamais vu encore bah, sur la presqu'île ici. Donc c'est vraiment super tout ce qu'on peut faire. Et encore une fois, pour que les gens découvrent, il faut qu'ils touchent, il faut qu'ils voient. Et le fait de venir aussi en immersion ici, à la fois pour les particuliers, mais pour aussi mes confrères, mes consoeurs, déco et archi, bah, c'est bien parce que ça permet aux clients de se rendre compte à quoi ça ressemble, comment sont faites les finitions, est-ce que vraiment j'aime, parce que c'est pas sur un petit bout qu'on peut vraiment se rendre compte. Et donc j'invite aussi tous les gens à vraiment pas croire que sur parole les gens, mais à aller voir, à aller toucher pour faire vos choix et pour voir si vraiment c'est ça qui vous parle dans votre cœur quand vous voyez les matériaux et les matières que les gens vous préconisent. Ouais. Et de toute façon, que ce soit pour les revêtements ou les enduits, la chose, je pense que dans tous les cas, c'est toujours hyper important de vraiment aller voir le produit en réel, le toucher. Et effectivement, pas toujours se fier
au DIY qu'on peut voir sur les réseaux, des choses comme ça, parce que derrière l'écran, ça rend jamais pareil. Déjà, on n'a pas le tout fait et c'est vrai que c'est juste pour ça, c'est hyper important de prendre du temps pour aller voir et toucher les différents produits qu'on veut mettre chez soi, quoi. C'est ça. Et avoir du recul parce que souvent on se lance beaucoup grâce au réseau. Ah ouais, ça a l'air super, etc. Mais quelquefois, il n'y a pas le recul. C'est une mode aussi qui est lancée et c'est pas forcément la réalité de ce qu'il faut faire. Et il y a des règles hein, dans le bâtiment. On fait des choses, on innove, mais il y a des DTU, c'est les règles du bâtiment qu'on doit respecter pour les poses des choses qu'on fait. Et si on le fait mal, bah après ça crée des litiges. Donc c'est important de les respecter. On peut faire les choses nous-mêmes quand on est particulier, mais on peut pas s'improviser, je pense, heu, poseur de béton ciré comme ça, poseur de chaux, comme ça, voilà, c'est des choses qui s'apprennent et qui est important d'aller chercher et pas juste regarder un tuto, d'un youtubeur, pour faire les choses. Il faut vraiment, bien s'enseigner et encore une fois, acheter le bon produit qui va pas vous décevoir, par la suite. Totalement d'accord, avec toi et du coup, pour un peu conclure tout ça, si tu devais donner, peut-être les 3 erreurs fréquentes à éviter, qu'est-ce que tu citerais? Dans les erreurs, du coup, je citerai déjà dans un premier temps, c'est de faire le choix de la bonne personne qui va vous accompagner. Si vous décidez d'être accompagné, on va dire, donc je vais rajouter un 4e, si vous décidez d'être accompagné, de bien choisir la personne parce que vous pouvez perdre beaucoup de temps et d'argent en choisissant la mauvaise personne. Donc voilà, ce que j'ai dit tout à l'heure au début, trouver la personne si c'est une problématique de couleur qui est experte là-dedans, si c'est du mobilier que vous souhaitez, voilà, quelqu'un qui s'y connaît bien, mais vraiment trouver la bonne personne et le bon contact pour que bah, vous gagnez du temps et de l'argent. Ensuite, sur la partie pour rester sur les murs, il faut vraiment que vous négligiez pas les proportions et l'échelle de votre intérieur. Quelquefois, les gens prennent des choses qui sont pas adaptées ou me disent: «Ah, bah, je vais déménager, je vais prendre mon canapé d'avant». Les 3 quarts du temps, il va pas dans l'espace, dans la maison suivante. Donc, faut vraiment, bien voir les proportions et les échelles de ce que vous mettez, de la dose. Il faut aussi doser. Quelquefois, on met trop ou quelquefois, on n'en met pas assez, et quelquefois, on met pas les bonnes couleurs. Donc, voilà, ça, c'est le premier point. On regarde bien l'échelle et les proportions. Très bon exemple, quand les gens viennent me voir avec une photo Pinterest, d'une pièce. En fait, la pièce, elle fait 60 mètres carrés, alors que eux, ils en ont 20. J'exagère, mais oui, alors c'est super joli cet intérieur que vous montrez, mais l'échelle et la proportion, elle sera pas pareille chez vous, donc ça va jamais rendre la même chose. Et ça, Pinterest, bah en fait, c'est tellement beau que les gens s'imaginent que ça va rendre comme ça chez eux en le dupliquant, non, même en le faisant plus petit, mais non, pas du tout. Ça va pas du tout respecter ni les proportions ni l'échelle de la maison, donc ça va être une déception pour les gens. Ensuite, le deuxième point important, c'est de multiplier les styles que que vous pouvez mettre en place, mais sans cohérence et sans ligne architecturale. Vous passez, d'une pièce, j'ai n'importe quoi, avec de l'aubergine, l'autre pièce, vous faites, un bleu, après vous faites un orange. Bah, il faut quand même alors sauf si c'est votre, tempérament qui est comme ça, il y a des gens qui sont comme ça, qui aiment bien avoir des couleurs hyper différentes dans toutes les pièces de la maison, mais ça, c'est des maisons assez spécifiques, voilà, on va dire les 3 quarts des gens ne font pas ça. Si vous décidez de mettre plein de choses différentes, bah, on peut s'y perdre dans la maison. Donc il faut pas mettre trop de motifs ou des couleurs partout ou des cadres différents, avec des effets un peu fouillis. Il faut vraiment avoir un fil conducteur pour se sentir bien partout dans les maisons. Vous pouvez avoir une pièce un peu folle, je sais pas, un bureau, une pièce de couture, une pièce, pour, peut-être, votre mari, qui est geek, devant son PC, donc une pièce de gamer. On m'a déjà demandé ça, c'est assez marrant. Mmh. Bah, tout à fait, on peut tout à fait avoir des pièces comme ça, mais globalement, il faut quand même essayer de garder un fil, que moi j'appelle fil architectural, pour qu'il y ait une espèce de palette et un style général de l'aspect de la maison, qu'on souhaite avoir et de la décoration. Là, je vais aider une cliente bientôt qui fait construire. Justement, elle sait pas comment choisir. On lui demande, avec son constructeur, d'aller choisir le carrelage, l'escalier, le poêle, la couleur de la cuisine. Et en fait, ils aiment bien des choses différemment, mais ils savent même pas si ça va bien aller ensemble. Et les constructeurs ne savent pas, en fait, forcément. Ils aiment pas non plus trop faire ça parce que dès qu'on met le doigt là, ça prend tellement de temps
que c'est rendu au cou, en fait, alors qu'il voulait juste mettre le doigt dedans et c'est rendu en haut du bras. Et bah, c'est pour ça qu'il vaut mieux prendre une décoratrice qui va vous aider sur cette partie-là, à ce qu'il y ait une cohérence dans toute la pièce, voire dans toute la maison, quand c'est toute la maison. Ensuite, le dernier point, et qui est très important en erreur à éviter, c'est la partie lumière. En fait, c'est souvent l'un des postes les plus coupés. En gros, on oublie de penser que les lustres, les luminaires, là où on les positionne, il faut y penser dès le départ. Et en plus, il faut les choisir à la fin. Mais souvent, il n'y a plus de budget. Donc, il faut bien en tenir compte dès le départ, dans les usages qu'on va faire. Donc là, au moment de la conception, il y a des archis qui sont très bons pour ça. Il y a des décos aussi qui peuvent aider pour dire, moi, je vous recommande vraiment, attention, là, vous mettez un lit, les luminaires doivent être plutôt à tel endroit, votre maison, elle est exposée comme ça, il vaut mieux plutôt prévoir des lumières ici. Tout cet éclairage qui va faire un confort, s'il est mal pensé, c'est très déceptif après. Et donc, ça veut dire que les luminaires qui seront choisis n'iront aussi pas forcément, ou quelquefois les gens n'ont même plus le budget. Donc, tout ce qui est exposition de la maison, ensoleillement et aussi lumière naturelle, mais lumière aussi électrique, faut bien les penser pour ne pas que ça soit déceptif. Je vous donne un exemple concret. Par exemple, nous, on est assez calés là-dessus. On fait des installations avec Orac. Orac Décor, c'est une marque qu'on adore et on est ambassadeur de cette marque. Donc, c'est des panneaux décoratifs, revêtements décoratifs, des cimaises, des rosaces, des plinthes. Voilà, plein de choses qui donnent aussi du mouvement sur les murs et qui viennent structurer les pièces. D'ailleurs, on le matche bien avec du covering, mettons sur les tables de nuit du covering, et puis derrière une tête de lit en panneau Orac. Eh bien, en fait, il est important, quand on vient mettre du rétroéclairage, donc quelquefois les clients nous demandent de faire des cimaises au plafond avec du rétroéclairage, eh bien si on choisit pas les bons LED avec l'électricien qui s'y connaît sur le rendu, etc., on a payé tout ça et le rendu, on allume ça le soir et le rendu, il est pas du tout comme on attendait. Parce que, non, parce que l'électricien qui a dimensionné le projet, il comprenait pas vraiment ce que le client souhaitait comme rendu. La déco, elle a préconisé les cimaises qui étaient nécessaires ou comment dire, les références qui étaient nécessaires pour mettre tout en haut chez les clients. Donc oui, les deux ensemble sont jolis, mais réunis ne font pas le résultat que le client espérait avoir. D'où l'intérêt là encore, de s'entourer de gens qui s'y connaissent. Et donc nous, sur la côte, on est associés avec Elitech, où à chaque fois qu'on a un projet professionnel ou particulier de mise en lumière des espaces avec des profilés décoratifs pour du rétroéclairage ou pas d'ailleurs, mais pour du rétroéclairage, on travaille ensemble pour savoir ce que les gens souhaitent pour qu'ils ne soient pas déçus derrière quand on travaille tout ça. Et la lumière, du coup, dans une maison est importante. Il y a la lumière de plein jour d'une maison, mais il y a la lumière la nuit aussi. Donc ça, c'est pour moi aussi très important. Et c'est une vraie plus-value que nous, on apporte chez Villa Décor que peu de déco travaillent, en fait. Donc c'est plein de petits détails, mais voilà, c'est des choses, des petits tips que je peux souvent donner de façon à aider d'autres personnes derrière pour pas que lors de leur réno ou de leur construction, ils soient déçus par la suite versus ce qu'ils avaient imaginé ou ce qu'ils avaient vu sur Internet. Ouais. Donc en résumé, donc les 3 erreurs à éviter. Donc vraiment faire attention entre guillemets, à qui on fait appel pour s'occuper de son intérieur. Deuxièmement, essayer quand même de suivre un peu une lignée dans les différentes pièces de sa maison et voilà, en gros, pas partir dans tous les sens et quand même essayer de faire quelque chose d'assez harmonieux de manière globale. Et enfin, faire prêter vraiment attention à la lumière. Et là aussi, au final, ça revient au point 1, faire attention à qui on fait appel pour gérer cette partie-là. Et l'autre point que j'avais dit aussi que moi je considérais en 1 vraiment avant la sélection de votre partenaire déco, c'est la partie ne pas négliger les proportions et l'échelle de votre intérieur versus ce que vous voyez ailleurs. Ce qui est bien dans un magazine ira pas forcément chez vous en fait. Et à l'inverse, ce qui est bien chez vous n'ira pas forcément dans un magazine. Chaque chose et chaque intérieur est différent et il faut en tenir compte. De la même façon qu'on fait attention à la forme de son visage ou à sa morphologie, c'est la même chose pour votre intérieur en fait.
Et bah, écoute, je pense Anaïs, on a quand même bien fait le tour du sujet. C'était hyper complet, c'est cool. Déjà, je vois que tu es hyper passionnée. Moi, j'adore échanger avec les gens, où on entend à leur façon de parler, qu'ils sont passionnés par ce qu'ils font et ça, c'est vraiment chouette. Je pense que les auditeurs s'en rendront compte aussi et j'ai appris plein de choses, notamment sur la chaux. Franchement, je pensais pas que ça avait autant d'avantages et du coup, j'invite vraiment les auditeurs à aller voir, ton site internet, donc c'est villadécor.info et aussi ton compte Instagram où tu partages, ton quotidien, dans ce métier-là. Qu'ils hésitent pas aussi à te contacter s'ils sont, peut-être dans ta région. Avec grand plaisir. Avec grand plaisir. C'est vrai qu'on a une très belle région et ici, moi, je conçois et on réalise, mais on fait aussi des conceptions à distance. Donc quand, vous n'avez pas forcément besoin d'un artisan, on peut aussi concevoir votre projet, voilà, on n'est pas bridé à la région, Pays de Loire et Bretagne. On peut tout à fait, et c'est déjà le cas, intervenir sur des projets à distance. Donc faut pas du tout, vous brider et n'hésitez pas à me contacter. Parfait. De toute façon, je vais remettre tes coordonnées, les différentes infos dans la description, pardon. Comme ça, les auditeurs auront directement à disposition les infos pour te contacter ou simplement aller voir ce que tu fais. Et voilà, c'est déjà la fin de cet épisode. En tout cas, j'espère que les auditeurs prendront autant de plaisir que moi à l'écouter que j'ai eu à l'enregistrer avec toi. J'espère qu'ils apprendront plein de choses également. Je te remercie infiniment, Anaïs, encore une fois. Je te dis à très vite. Et quant à vous, je vous dis à très bientôt dans un nouvel épisode de Cover Style, le podcast de la rénovation créative. Merci beaucoup, Lucie.